Imagine que tu as 30 ans. Tu travailles depuis plusieurs années, tu essaies d'un petit peu épargner, d'économiser, pourquoi pas d'un petit peu investir en bourse. Tu es abonné à Goteco, la chaîne des investisseurs belges. Et là, tu visites quelques maisons, tu trouves avec ta femme ou ton mari, ça dépend, ou alors la personne avec qui tu es, la maison de tes rêves, tu vas prendre rendez-vous à la banque et tu commences à faire tes petits calculs, tu te rends compte que c'est quand même très short. Du retour à la réalité, de nos jours, en Belgique, acheter une maison, c'est super cher. Que les maisons sont chères et que c'est difficile de devenir propriétaire. Moi-même qui ai acheté 5 ans avant mon petit frère, j'ai l'impression de parler à un lointain petit-fils. Tu vois, quand j'y parle de l'époque où moi j'ai acheté ma maison, en 2020, où c'était vraiment des taux d'intérêt très bas et où les prix de l'immobilier étaient plus ou moins encore vivables. Et lui, quelques années plus tard, c'était en 2025, une catastrophe. Il me dit, franchement, j'ai vraiment la corde au cou, c'est très compliqué. Et donc la question de cette vidéo, c'est est-ce que le travail permet encore d'être propriétaire en Belgique aujourd'hui? Est-ce qu'avec mon salaire, je peux avoir une maison? Alors pas n'importe quelle maison, je parle d'une famille qui a peut-être 1, 2, 3 enfants et qui veut avoir une petite villa, 4 façades, etc., avoir une maison un peu plus chère. Est-ce que c'est encore possible? Ou est-ce qu'on est condamné à avoir une plus petite maison parce que c'est plus très possible d'investir tout seul? Ça peut paraître un peu provocateur comme débat, pourtant c'est au cœur d'une étude publiée par Keytrade Bank et l'université de Gand sur le patrimoine des Belges. Je te la mets en description d'ailleurs avec mes différentes sources et certains chiffres sont vraiment assez frappants. Près d'un membre de la génération Z sur deux reçoit une aide familiale pour acheter son logement. Donc près d'un jeune sur deux reçoit de l'argent de sa famille pour s'acheter un logement. Chez les millennials, c'était déjà 4 personnes sur 10. Donc on était presque à la moitié, donc ça c'était ma génération, à recevoir quelque chose pour sa maison. Personnellement, j'avais reçu, c'était 10 000 euros, ce qui est un très beau montant, sachant qu'en plus j'ai des frères et sœurs, donc il faut multiplier ça pour à peu près avoir un traitement équitable. Eh bien, quand j'ai vu dans cette étude que certaines de ces donations atteignaient 30% de la valeur du bien immobilier, ça fait quand même un peu froid dans le dos. Sommes-nous simplement face à des parents généreux ou alors est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau du système et que l'immobilier est devenu hors de prix? Est-ce qu'il y a une transformation profonde du marché immobilier ou est-ce que c'est simplement des gens qui sont trop généreux? Parce que moi, 10 000 euros, on n'est pas à 30%, on est plutôt à 3-4%. Mais pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser au Belge et à son amour de la brique. On dit que le Belge a une brique dans le ventre. Ça signifie qu'on a près de 70%, plus de 70% des Belges qui sont propriétaires de leur logement. Malgré la situation que je viens de t'expliquer avant, où tu te rends compte que c'est quand même un peu compliqué de nos jours, plus de 70% des Belges, puisque on a évidemment des crédits. C'est pas des gens qui sont propriétaires à 100%, on est bien d'accord. Mais ça reste énorme, je trouve. Et pour beaucoup de familles, avoir une maison, acheter une maison représente la sécurité. Quand tu demandes, quand tu as deux mamans qui se rencontrent, elles disent « Oh, comment va ton fils? Il s'est marié? Est-ce qu'il a acheté sa maison ?» Comme si c'était normal, comme si c'était logique d'acheter sa maison en Belgique. C'est un symbole de stabilité, d'indépendance aussi, et parfois même c'est un placement aussi pour sa retraite et pour préparer, capitaliser un peu sur le long terme, même si on est d'accord qu'une résidence principale, avec les frais, etc., tout ce qu'il y a dedans, au final, bon, ta plus-value est un peu mangée, mais ça reste quand même intéressant de se dire qu'il y a près de 3/4 des Belges qui sont propriétaires de leur logement. Et la valeur médiane de la résidence principale en Belgique, toutes régions confondues, Wallonie, Flandre, Bruxelles, etc., atteint désormais 325 000 euros. La médiane, ça veut dire que la moitié des maisons coûtent moins cher et la moitié des maisons coûtent plus cher que ça. Et surtout, pour la première fois, la résidence principale représente plus de la moitié du patrimoine total des ménages belges. Donc pour la plupart des gens, la résidence principale, c'est plus de 50% du patrimoine. Autrement dit, quand on parle de richesse en Belgique, on parle bien souvent en fait d'immobilier. Mais le problème en fait dans cette réalité, c'est que quand les prix de l'immobilier augmentent, ce sont les propriétaires existants qui s'enrichissent. Ceux qui ont déjà une maison, qui prennent de la valeur et ils se disent bah tiens, ma maison je l'avais achetée 300, elle vaut maintenant 400, quelle belle plus-value, c'est chouette. Alors que pour un nouvel acquéreur, un primo-acquéreur, c'est plus compliqué puisque lui ne sait pas accéder au logement. Et d'un point de vue de l'investissement, on peut se dire, bah tiens, est-ce qu'on est encore dans une période où les gens peuvent acheter plusieurs biens immobiliers, faire de la location, etc. Ça marche encore, mais personnellement, je t'avoue que je préfère l'investissement en bourse qu'on peut gérer avec son téléphone de nos jours. C'est devenu plus accessible, pas plus simple que par le passé. D'ailleurs, ma chaîne parle d'investissement en bourse et tu peux aller voir si tu veux le premier lien en description qui est aussi en commentaire épinglé de la vidéo. Tu vas retrouver différents e-books par exemple que je propose sur l'investissement en bourse en Belgique ou encore sur différents portefeuilles pour voir un petit peu à quoi ça ressemble un portefeuille d'actions, etc., d'ETF et ce genre de choses. C'est gratuit sur mon site, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sachant qu'il n'y a jamais de conseils en investissement, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais plutôt pour l'aspect pédagogique. Mais revenons-en à notre sujet et au paradoxe de cette hausse de prix, puisque si une maison a été achetée 250 000 euros
et que quelques années plus tard, elle vaut 325 000. Le propriétaire est devenu plus riche. On est d'accord, son patrimoine a augmenté, sa richesse théorique a augmenté, mais pour un jeune ménage qui veut acheter, le paradoxe, c'est que ça coûte plus cher. Et donc le patrimoine des uns qui augmente crée la difficulté financière chez les autres. Parce que eux, qui pour se payer la même chose doivent se saigner et n'ont pas assez d'argent de côté, ne savent plus, doivent mettre plus d'argent de leur salaire, tu comprends, et de leur budget du ménage, en fait il leur reste moins d'argent sur le côté, donc ils savent moins épargner, donc ils savent ensuite moins investir et moins développer plusieurs branches au niveau de leur patrimoine, puisque l'immobilier prend une place de plus en plus importante. L'accès à la propriété devient donc aussi de plus en plus exigeant. L'endettement hypothécaire médian progresse de 16% pour atteindre 97 500 euros. Ça veut dire que la médiane, donc c'est 97 500 euros, donc la moitié des Belges ont plus de 97 500 euros de dette hypothécaire. C'est énorme. Les montants sont devenus vraiment de plus en plus importants. Et donc cette donation en fait des parents pour la génération Z actuelle et pour peut-être les générations futures, on ne sait pas, est-ce qu'elle est devenue indispensable? Est-ce qu'on peut encore vraiment s'en passer? Parce que c'est la partie la plus marquante de l'étude, je trouve. Les chercheurs constatent que les membres de la génération Z, à près de 49%, reçoivent une aide familiale. Donc la moitié des jeunes, je l'ai dit, reçoivent une aide. Pour la génération d'avant, les millennials, c'était 40%, donc 4 sur 10. Et au centre de ce phénomène, on retrouve évidemment les baby boomers qui sont aujourd'hui la génération la plus fortunée. Leur patrimoine médian atteint près de 360 000 euros. Ça veut dire que la moitié des baby boomers, ils ont plus de 360 000 euros de patrimoine, ce qui est quand même pas ridicule. Dont une grosse partie, évidemment, en immobilier. Plus précisément, 359 887. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont bénéficié de plusieurs décennies pour construire un patrimoine. Le patrimoine, ça se construit aussi à travers le temps, avec la magie des intérêts composés et l'accumulation du capital et le rendement qui se fait sur de plus en plus de temps. Donc ils ont eu le temps d'accumuler de l'épargne, d'investir et de profiter de l'augmentation des prix de l'immobilier au travers du temps. Cela leur permet aujourd'hui d'aider plus facilement leurs enfants, leurs petits-enfants, que d'autres générations qu'on a peut-être pu connaître avant. Et donc on assiste aussi de nos jours, à notre époque, à un transfert important de richesse en Belgique d'une génération vers une autre. Mais c'est là qu'arrive vraiment le point central de cette vidéo et la vraie question intéressante. Est-ce qu'on est en Belgique en train de passer d'une société de travail ou à une société d'héritage? C'est ça la vraie question. Et si tu es resté jusqu'ici, je te remercie parce que tu vas suivre cette meilleure réflexion et tu vas pouvoir mettre un petit animal en commentaire par exemple pour montrer que tu es resté jusqu'ici. Ça m'intéresse parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens et je me demande si les gens se barrent à la moitié de la vidéo ou pas. Donc ça me fait plaisir si tu me confirmes ça en commentaire. La trajectoire est donc assez compliquée. Avant, je l'ai dit, les baby boomers, on travaille, on met de côté, on épargne, on construit un patrimoine, on achète, etc. Aujourd'hui, si la moitié des jeunes ont besoin d'une aide ou reçoivent une aide pour pouvoir acquérir de l'immobilier, est-ce que ça veut dire que s'il n'y avait pas cette aide, on aurait le même monde qu'aujourd'hui? Est-ce que deux jeunes ayant le même salaire, le même niveau d'études, etc., peuvent avoir les mêmes chances d'accéder à la propriété si l'un reçoit une donation alors que l'autre est sans aide? Parce que si l'accès à certains actifs dépend fortement de l'héritage et du patrimoine familial existant avant notre arrivée ou avant notre volonté d'acquérir ces actifs, alors le poids de l'héritage serait de plus en plus important dans la balance et mécaniquement, le poids du travail le serait moins. Donc on récompenserait plus l'héritage que le travail. Et selon l'étude, ce phénomène pourrait encore s'accélérer puisque de plus en plus de grands-parents distribuent et transmettent maintenant directement à leurs petits-enfants. C'est ce qui se fait de plus en plus. Donc au lieu de transmettre à leurs enfants qui vont ensuite transmettre aux enfants, ils font directement grands-parents-enfants. Puisque les gens vivent de plus en plus longtemps et que donc parfois quand les grands-parents sont un peu en fin de vie ou sont un peu vieux ou qu'ils veulent faire des donations, les enfants qu'ils ont sont déjà à leur tour assez vieux et donc n'ont pas forcément besoin, on ne crache jamais dessus, mais n'ont pas forcément besoin de recevoir de l'héritage et donc disent je préfère qu'on directement aille plus bas vers la petite génération, vers les plus jeunes de maintenant. Et donc on parle parfois de saut générationnel. Mais au fond, le vrai sujet derrière ces donations et ces transmissions de patrimoine, en fait, c'est peut-être simplement l'accès justement à la propriété. Et c'est ici que tout se rejoint, tout se recoupe, puisqu'on pourrait se dire, en fait, ça fait partie du même système. Les jeunes ne savent pas acquérir de biens, donc ils sont en demande d'argent ou d'aide de la famille, et donc il y a plus de donations, et donc tout ça est mélangé. Ou alors c'est parce qu'il y a plus de donations que les jeunes accèdent un peu plus et que les prix peuvent monter. Et ainsi de suite, ça se mélange. Enfin bref, il y a aussi d'autres facteurs économiques que je ne vais pas rentrer ici. On est déjà sur une vidéo assez longue. J'espère que ça t'a intéressé. En tout cas, ces débats, ces pistes de réflexion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à dire ce que tu penses de tout ça.
En conclusion, on peut quand même insister sur le fait que chaque génération fait avec les cartes qu'on lui donne et avec ce qu'elle a en main, avec ses innovations. Par exemple, nous, on a accès à l'intelligence artificielle, à plein de choses incroyables que les gens n'avaient pas il y a 20 ou 30 ou 40 ans, et eux avaient des choses qu'il n'y avait pas aujourd'hui. Donc je pense que chacun doit essayer un petit peu de se débrouiller avec sa situation, mais c'est intéressant de comprendre un peu ces phénomènes économiques et d'éviter de les subir, puisque on sait un peu comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.